Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du CIMA. Alors, pourquoi les capteurs de demain risquent de modifier nos pratiques et nos systèmes de culture? C'est la question que l'on va poser à nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir à ma gauche Claude Jurian. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes donc directeur des ventes d'Eco Robotics. On aura l'occasion d'en reparler. Juste à vos côtés, Maud Blanc. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes responsable de l'animation de la commission CEPP. CEPP, ça signifie ? Certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques. Voilà, Aline Rae. Alors, juste en face de vous, Colin Chevalier, bonjour. Bonjour. Directeur général d'Exact Robotics. Et puis Christian Huyghe pour poser les enjeux de ce débat. Pour commencer, directeur scientifique agriculture, Aline Rae. Bonjour Jean-Paul ou rebonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission du jour, toujours consacrée à la protection des cultures. C'était le thème de la journée. On va avoir une émission absolument passionnante cet après-midi autour des apports de la précision et de la gestion des hétérogénéités. En effet, les bioagresseurs qu'on cherche à maîtriser, ils ne sont pas répartis de façon homogène partout. Et quand ils sont de façon homogène partout, c'est qu'en fait, on arrive un peu trop tard après la bagarre. Donc, quand on regarde les adventices, elles sont soit par tâche, quand on regarde la parcelle d'assez loin, et puis quand on regarde très précisément, il n'y a pas des adventices partout, donc il y a des micro-hétérogénéités, parce qu'il y en a une là et il n'y en a pas à côté. Il en est de même des insectes. Le bon exemple de ça, c'est les viroses de la betterave. Elles sont par tâche parce qu'une tâche correspond en fait à un point d'atterrissage d'un puceron virulifère. Et donc, comment on arrive à les attraper au bon moment, au bon endroit. Et donc, la prise en compte de ces hétérogénéités constitue un vrai défi, en particulier pour les agroéquipements, et avec des avancées vraiment remarquables. C'est à ce titre que, Claude, vous avez eu une médaille d'or au CIMA Innovation Award de cette année. Et c'est vraiment là-dessus qu'il y a des avancées. Et je sais que pour Colin, le travail est aussi en marche là-dessus. Et puis, Maud qui est avec nous au titre des dispositifs des CEPP, qui est aujourd'hui encore, n'oublions pas, le seul dispositif contraignant. C'est pour ça que des fois les gens ne sont pas contents. Il s'attache à mettre en place depuis le début, donc en 2015, à donner une valeur d'économie aux différents leviers d'action. Et parmi toutes les fiches actions validées, il y en a un certain nombre qui portent sur des leviers qui favorisent des apports confinés, des apports localisés, voire des apports ultra localisés. Et donc, en tout cas pour moi, le débat de cet après-midi s'annonce absolument passionnant pour voir jusqu'où on va, comment on avance dans cette voie des apports localisés, des maîtrises localisées, et de ce que ça permet d'ouvrir comme champ nouveau. Est-ce que c'est une voie royale vers l'objectif de moins 50% qui est annoncé dans le cadre du Green Deal, mais aussi dans le cadre de la directive européenne qui devrait devenir règlement européen? Et puis que vous nous disiez, vous les constructeurs, qu'est-ce qui est encore dans le pipeline? C'est quoi la nouveauté de demain? Donc Jean-Paul, je vous laisse animer ce débat, mais je me réjouis d'avance de vous écouter. Et on est parti avec peut-être Claude. Vous étiez parti sur les robots, aujourd'hui vous êtes sur le pulvérisateur. Pourquoi ce revirement? On s'est aperçu en écoutant le marché que ça serait plus rapide pour nous de mettre sur le marché et donc d'être capable de massifier une solution qui est derrière un tracteur. Il y a moins de briques technologiques à gérer et ça nous permet d'amener une solution immédiate, pragmatique pour la réduction des produits phyto, puisque voilà, avec une 50aine de machines sur le terrain cette année, on voit qu'on est dans des réductions réelles de 60 à 80%. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sous le capot de Lara? Alors, sous le capot de Lara, il y a deux grosses briques technologiques. La première, c'est un système de caméra, c'est la partie sensing, avec des algorithmes embarqués d'intelligence artificielle qui vont être capables de reconnaître chaque plante séparément, même des petites adventices. Et la deuxième partie, c'est tout le calcul nécessaire à l'actuation de précision, puisqu'on est capable, sur une adventice d'1 centimètre de diamètre et de 2 millimètres d'épais, d'appliquer un pixel au sol de l'ordre de 6 cm avec une précision d'1 centimètre. Vous pensez que demain, tous les pulvérisateurs auront des capteurs? Je ne suis pas Nostradamus en fait, mais c'est vrai qu'on va dans cette direction. Je pense qu'il y a différents segments de marché avec des besoins en senseurs et en algorithmie qui sont différents en fonction du type de culture et d'opération que vous souhaitez opérer. Colin, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus.
Oui, donc alors c'est vrai que nous, en termes de capteurs, donc groupe Excel Industries, on fabrique des pulvérisateurs. Donc on s'est dit quelle va être notre contribution dans l'équation Green Deal. Et jusqu'à présent, en termes de capteurs, on connaissait les stations météo, on connaissait le satellite. Et à partir du moment où nous, on a un parc de machines, le plus intelligent pour nous, c'était de mettre en place des capteurs pour observer le sol, soit pour faire des cartographies, soit pour agir directement sur le pulvérisateur. Et donc effectivement, depuis 2016, on intègre des solutions de caméra et on développe maintenant notre propre solution de caméra qui s'appelle 3S. Et l'objectif, c'est de pouvoir scanner en temps réel ce qui se passe sur le sol. Évidemment, le cas d'usage de la modulation d'herbicides, c'est le premier cas d'usage très intéressant qui est devant nous, puisqu'il y a de la valeur économique à aller chercher, il y a des besoins de réduction d'intrants. Le plus facile, peut-être. Et c'est le plus facile, et qu'on se le dise. Et c'est aussi des problématiques de résistance aux herbicides, et qu'on va pouvoir adresser par ce biais-là. Donc c'est un point d'entrée marché qui est très intéressant. Il y a une image relativement simple. Jusqu'à présent, on faisait un pulvérisateur qui fait 36 mètres de large. Voilà. On a l'image d'une grande imprimante. Mais avec un capteur, on est en train de les transformer en scanner. On rajoute la fonction scanner. Donc, où on va amener une automatisation sur le pulvérisateur. Mais on comprend bien que derrière ça, au-delà du capteur, demain, ça va être la génération de données. Et les pulvérisateurs, ils vont être utilisés pour générer de la donnée agricole et de l'intelligence agronomique. Et pour répondre à la question, est-ce que demain, tous les pulvérisateurs auront des capteurs, à votre avis? Alors, je pense que ça va aller vite. Alors, selon les zones géographiques, on a la chance chez Excel Industries de travailler sur des marchés très différents. Et on voit que sur des marchés comme l'Europe de l'Est ou l'Australie, l'adoption, elle est forte, elle est rapide, parce qu'il y a des critères d'adoption qui sont différents, parce qu'il y a des surfaces importantes. On a des exploitations où il y a la formation, l'accompagnement est réalisé différemment. Et j'espère qu'on arrivera très très vite sur la France, par exemple, à arriver à ces taux d'adoption. Maintenant, oui, je pense que ça va aller vite. Il va falloir qu'on amène des systèmes de capteurs qui sont adaptés à tous les pulvérisateurs et pas que le haut de gamme. Ça, c'est un sujet important et qu'on prend en compte chez nous. Voilà, aujourd'hui, il faut un pulvérisateur sur 2 dans les fermes françaises vient de notre groupe. Donc, on est très concernés par le sujet. Alors, vous étiez leader, et vous l'êtes toujours, bien sûr, sur le marché français et aussi sur de nombreux marchés. Vous étiez des pulvérisateurs, le groupe Excel, et ils vous ont débauché d'une autre entreprise des capteurs pour justement créer Exact Robotique. Et là, on a le chemin inverse, vous étiez sur le robot, et pour accéder au marché, vous avez dû donc passer par la case pulvérisateur. Je reviens à vous, les gains, globalement, ils sont très importants. Oui, alors ils sont directement proportionnels à la densité d'adventices. Si vous avez 20% par mètre carré, 20% d'adventices, la réduction c'est 80%. Ce qui compte, c'est de voir par culture, dans la pratique, ce qu'on peut véritablement faire. Parce que voilà, ce qui est fait en labo et ce qui est fait dans la pratique, il y a des fois un monde. Et là, le retour de pratique de cette année nous montre une moyenne de 70%. Sur les cultures qu'on a travaillées, mais vraiment dans les champs, tout en étant capable d'aller vraiment traiter les petites adventices. C'est une chose de diminuer la quantité de manière globale si on laisse certaines petites adventices, mais quand on vraiment chercher toutes les adventices, c'est à peu près à ça qu'on arrive. Ouais. Et je te rejoins, je rebondis directement, Claude, sur ce sujet-là. C'est un sujet qui est très important pour nous dans les performances qui sont annoncées par ces systèmes. Puisque jusqu'à présent, quand on vendait des machines, elles avaient des caractéristiques qui étaient à peu près les mêmes, quel que soit le champ. Maintenant, la machine se met à évoluer et à fonctionner différemment selon l'état d'infestation. Et quand on annonce des statistiques, c'est un sujet très compliqué, c'est-à-dire parce que c'est très dépendant des conditions agronomiques, bien sûr, c'est dépendant du système de culture, de la façon de travailler de l'exploitant, mais c'est aussi dépendant de la façon dont on a construit ces statistiques. Et donc il y a un gros besoin aujourd'hui de transparence sur ces méthodes de construction de statistiques, d'évaluation par des tierces parties. Nous avons eu samedi une conférence AgriTech Day, juste en introduction, organisée par Axema. Et donc effectivement, on a pu... Alors la session protection des cultures était particulièrement remplie et très riche, et notamment sur ces sujets. Et je souhaite aujourd'hui qu'on arrive à développer ça et que la filière arrive à développer des méthodes standardisées d'évaluation des performances. C'est pour moi un sujet clé pour l'adoption, pour le gain de la confiance des agriculteurs envers ce type de technologie.
Parce que moi, en tant que néophyte, quand j'entends parler de 70%, 80%, il y a des constructeurs allemands qui vont jusqu'à 80% en affichage, je ne dis pas en réalité. C'est vrai qu'on se dit qu'il n'y a plus de problème avec les pesticides, c'est réglé. Les technologies permettent de régler la problématique pesticides, mais pas tout le temps. Herbicide plutôt. Ou Donc, herbicide. à présent, on est herbicide. Herbicide, mais pas tout le temps. Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est je pense que les besoins sont différents entre un maraîcher et quelqu'un qui fait de la grande culture. Ce qu'il faut aussi voir, c'est que cette précision, elle a un coût. Et c'est plus facile de rentabiliser des équipements, par exemple comme les nôtres, dans les cultures à forte valeur ajoutée. C'est un petit peu plus compliqué en fait sur des céréales, des betteraves, etc. En clair, vous les proposez sur quelle culture? Alors, la traction marché aujourd'hui, elle est clairement sur le maraîchage de plein champ, oignons, salades, carottes, chicorées, etc. On a aussi une bonne traction sur tout ce qui est herbage, donc la lutte contre des adventices problématiques comme le rumex, le chardon. Et puis après, on a une autre traction marché sur les petites fermes, petites et moyennes fermes de polyculture, où là c'est betterave, colza, maïs, et des fois une culture à forte valeur ajoutée. Ouais. Alors, je pense que c'est important de citer la technologie que tu développes, Claude, de ton côté, est assez complémentaire à ce qu'on fait sur un pulvérisateur plus conventionnel, parce qu'on a des vitesses de passage de travail qui sont très différentes, des largeurs de machines très différentes, des espacements entre bus très différentes aussi. Aujourd'hui, les machines classiques, elles sont allées sur des interbus de tous les 50 cm, voire 25 cm, quand on est sur des modèles premium. Par contre, effectivement, on travaille usuellement de 27, 36 mètres, voire 40 et plus de mètres de large, jusqu'à des vitesses importantes. Aujourd'hui, on travaille en Europe de l'Est jusqu'à 25 km/h, ce qui fait que le débit de chantier ne sont pas les mêmes. Et effectivement, le positionnement culture spécialisée sur lesquelles tu es de ton côté, nous, on est beaucoup plus sur des cultures, plus conventionnelles, maïs, tournesol, betterave, colza, ce sujet-là. Et donc, c'est effectivement des offres assez complémentaires. Et c'est intéressant de voir aussi la maturité du marché qui évolue, c'est-à-dire que ces technologies maintenant deviennent un peu plus spécialisées et la segmentation client apparaît plus nettement. Peut-être encore un complément, il y a deux façons de réduire les IFT. Il y a la quantité de produits mis, mais il y a aussi la dangerosité du produit. Et c'est vrai que plus on va être capable d'amener de la précision, plus la technologie va être capable de mettre des molécules qui sont moins intelligentes, mais par définition moins dangereuses pour l'environnement. Par contre, il faut remplacer l'intelligence de la molécule qui d'habitude est sélective par une précision d'application de l'ordre du centimètre. Est-ce que ça peut être un levier aussi pour faire entrer les produits de biocontrôle qui sont, pour être efficaces, ils doivent être appliqués à des doses plus élevées, donc ils deviennent très chers, et comme on les applique sur beaucoup moins de surface, ils deviennent à ce moment-là compétitifs. Est-ce que c'est un axe dans lequel vous travaillez, vous réfléchissez? Oui, à la fois Claude et Colin. Ouais. Je pense que pour l'usage du biocontrôle, effectivement, les capacités à doser différemment, effectivement, je suis convaincu que c'est un levier. On a encore des problématiques, alors j'ai pas l'esprit complètement clair, mais des problématiques réglementaires sur comment on calcule un IFT. Je pense que c'est un vrai sujet qui est là devant nous et qu'il va falloir adresser. Effectivement, aujourd'hui, sur les réductions, je pense que sur des usages interculture, on a un vrai levier aussi sur les usages glyphosate. Et puis, effectivement, dans les cultures de printemps, en post-levée précoce, beaucoup de produits aujourd'hui qui se développent dans cette partie-là. Et sur le biocontrôle, effectivement, la capacité à moduler, moi je suis convaincu, on a relativement encore peu d'expérience sur ces sujets-là. Et je souhaite en tout cas que l'on multiplie les essais et la création de références dans cette dynamique. Oui. Donc nous on a fait des très bons essais avec l'acide pélargonique. Il y a différents fournisseurs, donc certains. Donc c'est un produit herbicide naturel, on va dire. Voilà, c'est une sorte de vinaigre et dans certaines conditions météorologiques, il est très très efficace. Par contre, il est très efficace, il ne faut pas en mettre sur les petites plantules. Donc c'est là où la précision de l'application va remplacer l'intelligence de la molécule, mais les essais sont très prometteurs et je pense qu'il faut continuer dans ce. Ça veut dire que vous parlez en termes de positionnement et pas seulement en termes de prix, parce qu'il coûte 3 fois plus cher que l'herbicide traditionnel. Il y a aussi la notion de quantité qu'on va apporter, la précision.
Voilà, donc effectivement, d'une part, il faut réussir à diminuer la dose qu'on met sur l'ensemble du champ pour des raisons économiques, mais effectivement, il y a le positionnement physique de où on l'applique, parce que si vous en mettez sur une plantule d'oignon ou de betterave, elle va être brûlée. Ouais. Colin, vous faites des essais aussi sur le biocontrôle, parce que c'est vrai que c'est un peu le parent pauvre là-dessus. On en fait encore relativement peu aujourd'hui, parce que la grande majorité de nos clients aujourd'hui travaillent sur les molécules du marché. Pour nous, l'enjeu, ça va plutôt être aujourd'hui d'arriver à donner les moyens à nos clients d'utiliser les quelques molécules qu'il leur reste à bon escient. Voilà. Et notamment pour travailler sur le sujet des résistances. Je crois qu'il y a une fonctionnalité de ces capteurs d'Adventis qui est très intéressante, c'est la génération de cartes d'Adventis. Aujourd'hui, ça va nous donner, c'est un moyen unique qui n'existait pas jusqu'à présent, c'est de faire à chaque passage de la machine, je génère une carte objectif complète de la parcelle, là où j'ai mes Adventis. Et ça, c'est une donnée agronomique qui est clé pour observer à travers le temps l'évolution des infestations et la compréhension de l'hétérogénéité de la parcelle. C'est juste une carte pour mémoriser, non pas pour agir. Alors, c'est une carte qui permet d'agir directement parce qu'on module directement les quantités sur chaque buse, mais c'est une carte qui est stockée et générée à la fin de la parcelle et à la fin de la tournée. Et donc tous les jours, ces données sont récupérées, sont disponibles pour l'exploitant agricole, qui peut le partager à son conseiller, prescripteur, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans cette parcelle et pouvoir agir un petit peu plus intelligemment avec une vue plus objective qu'un tour de plaine qui est des fois très subjectif. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est vrai que le désherbage était peut-être le plus simple, le marché le plus intéressant. Est-ce qu'on va avoir des capteurs capables de dire il faut appliquer un fongicide à tel endroit ou à tel autre? Idem pour les insecticides. Et idem pour les insecticides. Donc c'est quoi les étapes d'après selon vous? Alors bon, en ce qui nous concerne, dans un premier temps, on est capable d'inverser notre algorithme, c'est-à-dire à la place de reconnaître la plante et de sprayer les adventices, on peut reconnaître la plante et sprayer chaque plante. Et ça veut dire que quand vous avez des plantules comme betterave, colza qui sont petites et espacées, rien qu'aujourd'hui, on a aussi des belles économies de produits phyto. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on n'a pas vraiment encore commencé à travailler sur la détection au fil de l'eau d'une maladie fongique ou d'un insecte. Jusqu'à présent, c'est plutôt l'agriculteur qui va être capable de dire là, il faut que j'applique. Par contre, le fait que notre capteur passe et voit finalement chaque plante, qu'on peut les géolocaliser, c'est plutôt en post-processing à une échelle d'une année, 2 ans, qu'on sera capable d'amener les premières informations sur la santé des plantes et donc de faire des prescriptions. Ouais. Alors nous, effectivement, je pense qu'on a pris une approche un petit peu différente. Aujourd'hui, c'est d'avoir un système de caméra qui nous permet à la fois de détecter les mauvaises herbes et la culture, et sur la culture de générer des informations de biomasse très précises, et sur la base de ces informations de biomasse, de pouvoir appliquer des modèles que l'on connaît déjà, qui sont déjà dans l'état de l'art, qui sont déjà sur le marché, pour aller moduler de la fertilisation et aller moduler du fongicide. Ça veut dire que dans la parcelle, on va de plus en plus repérer chaque plante, chaque position de plante, chaque développement des plantes. On va avoir cette capacité à photographier l'évolution des plantes. Effectivement, on va pouvoir, à chaque passage de la machine, récupérer cette information très précise de l'ordre du millimètre et localiser, et de le suivre. Et l'étape d'après, pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir le coupler. Autant on va avoir une information spatiale de façon très résolue. Temporellement, c'est à chaque passage de la machine, donc c'est pas tous les jours. Et par contre, si on couple ça avec d'autres informations, ça peut être une station météo qui est au champ, qui elle, spatialement, est relativement pauvre, mais dans le temps, par contre, est très précise, voire une information satellitaire. Et en croisant ces données, on va construire une vision très précise de ce qui se passe dans la parcelle. Ça veut dire qu'on va avoir tout repéré. Oui, peut-être une application qui nous est véritablement demandée par le marché, en plus de la détection la plus rapide possible d'attaques fongiques ou insecticides, c'est les prévisions de récolte. On a la capacité de mesurer le nombre de plantes et aussi de voir comment elles sont d'une fois à l'autre, quelle est la croissance, et donc de faire des projections.
Et ça, c'est une information intéressante et pour laquelle le marché est peut-être aussi prêt à payer quelque chose. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, c'est plus un pulvérisateur qui doit être le porteur du capteur, c'est un tracteur ou c'est un robot. Il va falloir revenir au robot pour photographier l'évolution des plantes. Je pense que pour moi, c'est relativement clair que l'ensemble des machines qui vont rentrer sur le terrain vont avoir des capteurs et puis il faut avoir une agrégation de l'ensemble des données. Ce n'est pas juste une seule machine qui sera capable de tout prédire. Le pulvérisateur est une opportunité de prendre de la donnée dans ce contexte. D'accord, mais le robot aussi, encore plus peut-être. Et le robot, effectivement, s'il est dans la parcelle et... après, les cas d'usage ne sont pas toujours clairs aujourd'hui en grande culture. Je pense que les modèles se cherchent encore. La particularité de la rampe, c'est qu'elle passe de façon photographique à peu près partout. Et en gros, on collecte une information qu'on n'utilise pas pour le pulvérisateur, qu'on utilise pour une autre raison. Mais je voulais revenir sur l'histoire de capteurs. En fait, en partant de la problématique du désherbage, on a une forme de photographie en 2D. Est-ce que vous avez des réflexions sur avoir une photographie en 3D ? Parce qu'en fait, il y a certaines, et en particulier quand on parle de fongicides ou d'insecticides, en fait, on n'a pas une photographie plane. On a une problématique spatiale. Est-ce que c'est un sujet que vous avez ? Je sais que Éco-Robotics, vous avez un déplacement vertical des jets, mais c'est pour être précis. Ce n'est pas pour autant que vous récupérez une information 3D. Est-ce que c'est un sujet pour vous ? Alors, c'est un sujet, mais ce n'est pas un sujet prioritaire pour le moment. Voilà, on est une jeune société et le but, c'est vraiment déjà d'amener une solution dans la réduction des produits phyto. On peut déjà aller un bon bout comme ça et je pense qu'à une échelle de 2-3 ans, en fait, on y reviendra. Mais on ne travaille pas de manière ultra active sur un senseur 3D. C'est du court terme alors. Ouais, donc nous, sur la 3 dimensions, c'est un sujet qui nous intéresse fortement. Alors, on fait déjà, quelque part, de l'analyse 3 dimensions sur un pulvérisateur agricole pour les capteurs de stabilité de rampe. Les capteurs, alors aujourd'hui, qui sont soit sur des technologies d'ultrasons, soit des technologies de radar, qui analysent le sol et qui viennent réguler la rampe et sa hauteur. C'est une fonctionnalité clé pour une pulvérisation de qualité. Et donc, on a déjà, quelque part, cette information de 3 dimensions déjà existante. Et notamment, à travers cette analyse, on s'intéresse très fortement à la hauteur de la culture. Et donc, cette information, plus les informations de caméra, effectivement, on les a déjà. On ne les exploite pas. On n'a pas aujourd'hui, on n'a pas de développement produit actif dessus, mais ce sont des choses intéressantes, clairement. On voit des startups qui proposent, surtout en vigne, des systèmes de lidar qui permettent de scanner, de virtualiser la culture, ce qui est énorme. Ouais. Le problème, c'est le poids des données, le traitement qu'on peut en faire, la valeur ajoutée qu'on peut en tirer. Oui, on le fait déjà, effectivement. Alors, chez Exactrosis, on fait aussi de la robotique viticole. Donc, on a des systèmes de perception 3D pour guider la machine dans le rang de vie. On fait un enjambeur autonome. Et donc, le traitement se fait en direct. C'est à peu près les mêmes types de perceptions, les mêmes types de calculs que ce qu'on fait en pulvérisation localisée. Donc, c'est pas tant un enjeu. Les technologies se développent très très vite et sont disponibles aujourd'hui dans le contexte robotique. Je pense que, sans vouloir casser l'ambiance, mais la difficulté qu'on a, nous, c'est de trouver des vrais use cases. Il faut être sûr qu'à quelque part, on produise une information qui est vraiment utile et pour laquelle quelqu'un est prêt à payer. Et ça, honnêtement, n'hésitez pas, hein, on est preneur, on est prêt à développer, mais il faut qu'on comprenne ce dont le marché a véritablement besoin pour l'aider. Tout dépend du prix, on parlait ce matin, et des surfaces sur lesquelles on va les rentabiliser. En Australie, on peut rentabiliser des systèmes alternatifs à 100 000 € si on a une superficie qui est importante. C'est sûr que si on traite 100 hectares, c'est beaucoup moins. Alors ça va vraiment dépendre du type de culture. Sur les cultures à forte valeur ajoutée, ça fait plaisir, mais ce matin, il y a des producteurs d'oignons avec 60 hectares qui nous ont acheté une machine. Donc c'est possible. Sur des grandes cultures, le use case, il est plus compliqué, effectivement. Mais une machine comme la nôtre, après je te laisserai dire pour la vôtre, mais si elle travaille 300-400 hectares sur l'année, sur 4-5 cultures, elle est rentabilisée en 2-3 ans, ce qui est tout à fait possible pour la majorité des petites et moyennes, ou alors des CUMA ou des groupements, ce qui etc. n'est pas beaucoup.
Non, c'est pas énorme en fait. Non, Donc c'est pas c'est énorme. plus un problème de marketing, d'arriver à faire percevoir la valeur ajoutée plutôt qu'un point mort qui est assez court. Bon, après, aussi pour être franc, aujourd'hui, la taille de l'équipement et le nombre d'hectares, c'est clair qu'il y a aussi une limite sur le nombre de cultures et la taille des exploitations. Donc, c'est le maraîchage et la polyculture, mais plutôt sur des exploitations petites à moyennes. Est-ce que ce n'est pas le problème du robot de traite? Le robot de traite était exactement dans la même configuration. On ne peut pas faire un robot qui fasse plus de 70 vaches. Conclusion, maintenant, quand on a besoin d'avoir plus de 70 vaches, on a plusieurs robots. Est-ce que c'est pas ça la même logique en fait? Est-ce qu'on n'est pas dans la même histoire? Oui, alors absolument, mais par contre, en fait, sur la polyculture, il faut qu'on travaille plus, il faut que les gens aient confiance, il faut qu'ils aient vu, etc. C'est quelque chose qui est plus facile avec les gens qui font de la culture maraîchère. Ils ont des telles problématiques où ils n'ont plus de molécules, voilà. Et sur la grande culture, il y a un gros travail de présentation, démonstration. Il faut que le paysan ait vu fonctionner chez son voisin pour que ça démarre. Ce qui est le cas de la même chose, effectivement, du robot de traite. Avant de passer la parole à Colin, là, sur la grande culture, il y a encore des solutions, mais à la vitesse à laquelle on les perd et à laquelle on développe des résistances, on n'en aura plus pour longtemps. La prise de conscience. Voilà, et donc en fait, la question, c'est quel est le coût maintenant, mais pour éviter un coût demain. Parce que le jour où on n'aura plus rien, on sera le bec dans l'eau. Colin. Ouais. Donc sur le coût aujourd'hui, pour atteindre effectivement le marché français, si on parle du marché français, effectivement on le voit bien, quand on a des machines qui sont vendues équipées de caméras, que ce soit sur l'Europe de l'Est, sur l'Australie, la dimension d'adoption n'est pas la même, les retours d'investissement ne sont pas les mêmes. Sur l'Europe de l'Ouest, évidemment, donc on a des SAU qui ne sont pas les mêmes en termes de moyenne, et là on a deux axes de travail. Le premier, c'est le partage du matériel, le modèle ETA, le modèle CUMA. Les Cubains. C'est classique, c'est une réponse, mais ça marche. C'est un sujet qui fonctionne. Même s'il y a comme une dimension encore, il y a évidemment une grosse dimension à développer, c'est la formation, l'accompagnement, qui est clé dessus. Et la deuxième axe, c'est ces capteurs, il va falloir qu'ils soient polyvalents. Il va falloir les rentabiliser encore mieux. Il ne va pas falloir faire que de la modulation herbicide. Il va falloir qu'ils aillent moduler de l'azote. Il va falloir qu'ils aillent moduler du fongicide. Et il va falloir qu'ils génèrent de la donnée qui va être valorisée à travers d'autres biais. Et je suis persuadé que c'est comme ça qu'on va arriver à pénétrer des petites surfaces et des plus petites exploitations. Est-ce qu'on n'a pas une technologie qui coûte trop cher? Pourquoi ça coûte 100 000 euros On a l'impression que les matériels, ça coûte de suite très cher. C'est pas cher, 100 000 euros, quand on voit en fait l'investissement qu'il faut. C'est sur un prix comme ça, on fait encore pas beaucoup de marge, nous. Donc c'est vraiment parce qu'on est dans une stratégie de pénétration de marché. Donc c'est pas si évident, je vous promets. On rame fort, on bosse fort. Donc alors peut-être qu'à terme elle va baisser, mais c'est pour nous en tout cas à l'espace de 2-3 ans, c'est pas le cas. Après, en fait, si vous regardez, c'est tout à fait rentable. Elle se rentabilise dans 2-3 ans. Donc non, elle est pas trop chère. Ce qui compte, c'est de voir le retour sur investissement, et il est très positif. Et 2-3 ans sur du machinisme agricole, ce sont des bons chiffres. Oui, c'est très bon, c'est très bien. Donc il faut arriver à convaincre, c'est ça la difficulté. Oui, c'est aussi un petit peu ce que disait le ministre de l'Agriculture. Le challenge maintenant, c'est la massification, et c'est là où il faut qu'on travaille tous ensemble avec d'une part des programmes d'essai, avec des mesures véritablement scientifiques par des organismes neutres. Et puis aussi peut-être un petit coup de pouce de la partie de subvention pour mettre un petit peu de beurre pour que ça glisse plus facilement. Juste avant de donner la parole à Maud, quel lien on peut faire par rapport au titre de l'émission? Est-ce que les capteurs vont modifier ou pas dans le futur nos façons de cultiver, à votre avis? Aujourd'hui, on a l'impression que le capteur est au service. Je pense qu'aujourd'hui, quand on introduit le capteur sur le marché à travers de la modulation d'herbicides, on répond à une problématique très concrète là, une problématique de réduction d'IFT, une problématique de réduction de coûts et une problématique de gestion de résistance des herbicides. Donc on a la chance d'avoir cette opportunité-là. Maintenant, la façon de travailler aujourd'hui, nous, de vendre du matériel, on fait une transition de vendre du matériel à vendre des moyens de développer, d'apporter une expertise agronomique et de prendre l'angle, la porte d'entrée de la culture et de pouvoir discuter de comment on optimise un système de rotation plutôt que de vendre une machine, parce que ça n'a plus de valeur ajoutée. Claude? Je pense qu'au niveau de la pratique des agriculteurs,
en tout cas en ce qui concerne nos technologies, c'est pas un changement énorme. Par contre, c'est peut-être aussi pour vous rejoindre, la précision peut amener la mise sur le marché de molécules qui sont plus simples. Ça va aussi beaucoup dépendre des gros chimiquiers, de ce qu'ils veulent faire, mais je sais qu'ils sont en train de travailler sur des molécules dites semi-sélectives qui sont aussi moins nocives. Et donc, nous, on voit véritablement un développement dans cet axe-là, c'est-à-dire de réduire l'utilisation de molécules chimiques assez dangereuses par l'arrivée de molécules plus simples, mais qu'il faut mettre juste au bon endroit, par contre. Ouais. Et donc l'association aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'entre le matériel, la technologie et l'expertise agronomique et la technologie chimie, on est actuellement en train de tester chez nous dans notre groupe un nouveau modèle d'affaires. Alors vous pouvez découvrir sur le CIMA, ça s'appelle Londtech sur le stand France W, et qui permet de délivrer un service complet à travers, avec l'association, effectivement, avec une firme... Corteva, on peut, une firme Corteva, on peut tout citer, à fait. voilà. Et sur une collaboration Berthoud-Corteva qui existe depuis 3-4 ans actuellement, et qui a permis de mettre au point un service avec l'aide de prestataires de services pour délivrer une prestation finie. Dans le cas du chardon. Voilà, tout à fait. Donc on est sur un sujet chardon sur betterave, un sujet classique, problématique, et sur lequel la technologie de reconnaissance d'adventice par capteur est plutôt bien positionnée et fonctionne bien. Et je suis de mon côté convaincu que c'est un excellent modèle à explorer et qui va se développer. Mais il faut l'expliquer un petit peu plus. C'est quoi ce nouveau modèle ? Aujourd'hui, vous vous adressez effectivement à un service et vous achetez en tant qu'agriculteur une prestation réalisée. Et derrière, c'est l'ensemble, c'est un prestataire de service qui a la machine équipée de la bonne technologie. Vous avez les experts de chez Corteva qui vont agir et qui vont donner le bon conseil, la bonne prescription, et qui vont s'assurer que la technologie chimie, la technologie électronique sont utilisées de façon conjointe de la bonne façon. Ce qui répond à plusieurs objectifs, BASF le fait aussi par ailleurs, c'est l'idée de les machines coûtent plus cher pour être précises, d'où l'intérêt de mutualiser via l'entreprise ou la CUMA, et de vendre un service rendu. Ça permet de sauvegarder la bonne utilisation des produits, c'est-à-dire d'être sûr qu'on ne retrouve pas les produits dans les rivières et dans l'eau. Donc il y a une meilleure maîtrise de la qualité de pulvérisation et d'application. Et c'est un enjeu aujourd'hui, nous, d'accompagner chaque technologie électronique. Et on a la même chose en robotique. Si on pousse une technologie uniquement par la technologie, ça ne marchera pas. Il faut l'accompagner de la dimension agronomique, expertise. Je prends le sujet de la robotique viticole, on en parlera demain. Mais il faut absolument comprendre comment l'exploitation fonctionne, le parcellaire, les méthodes culturales, pour la placer, la positionner de façon efficiente. C'est un sujet clé. Maud, quel lien on peut faire entre les CEPP et justement tout ce dont on vient de parler ? Alors peut-être un premier mot pour expliquer un peu ce que sont les CEPP. C'est un dispositif de politique publique qui fait partie du plan de réduction nationale des pesticides. Et son objectif, c'est de faire une liste la plus exhaustive possible des pratiques qui vont permettre de réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Et à ce titre, les capteurs font partie de ça, puisque tout l'enjeu de la discussion que vous venez d'avoir, c'est bien de montrer qu'on peut localiser mieux, on peut optimiser l'utilisation en sélectionnant uniquement la plante qui a besoin de recevoir le produit, sans léser ni la culture, ni éventuellement les plantes qu'on pourrait souhaiter de garder, parce qu'elles représentent un couvert éventuellement sous la culture. Donc à ce titre, les capteurs en herbicides représentent une optimisation. On peut imaginer, comme l'a dit Christian, d'avoir des capteurs pour d'autres choses. Et pour les CEPP, on a des capteurs, par exemple, qui vont compter les insectes et qui vont permettre de positionner au mieux d'autres pratiques, comme par exemple le biocontrôle, et notamment la confusion sexuelle, qui a besoin d'être positionnée à un moment où le vol de l'insecte qu'on cible va arriver, et pas une fois qu'il est passé ou 2 jours avant qu'il soit effectif. Donc vous, il faut que vous arriviez à qualifier les capteurs pour avoir un reflet de l'efficacité des mécanismes ? En tout cas, la commission d'évaluation qui s'occupe d'intégrer les fiches au dispositif a besoin d'avoir une idée très précise de ce que font les capteurs et donc de leur précision intrinsèque. Ça, c'est important effectivement que le capteur ne se trompe pas de plante quand il va traiter. Et c'est aussi important pour nous, la question que vous avez évoquée, de savoir quelle est l'économie, quel est le résultat pour l'agriculteur en termes d'économie. Et ça, c'est intrinsèquement lié à la parcelle et à l'hétérogénéité de le positionnement des plantes. Donc sur chardon, c'est quand même un cas d'usage qui est très pratique, vu qu'on sait que c'est des plantes qui vont se développer par tâche.
Dès qu'on est dans de l'entretien sur des plantes de l'adventice annuelle, on a une autre problématique vu qu'elles vont pousser de manière aléatoire sur le terrain. Et on peut même imaginer de l'hétérogénéité temporelle, étant donné que le jour où on va passer avec la machine buse à buse, on va sélectionner les plantes présentes, mais qui dit que demain, l'endroit qui n'était pas touché par une adventice ne le sera pas, et donc nécessitera un repassage fréquent. Bon, alors, rassurez-moi, tous les constructeurs de capteurs viennent vous voir et puis déposent un dossier. Ils ont tout intérêt. Ils ont tout intérêt, et je le redis. Pour l'instant, nous n'avons, je pense pas, l'ensemble du marché qui est venu nous adresser, en tout cas pour obtenir une fiche. Nos deux amis ici me connaissent, donc tout va bien. Mais c'est les deux seuls ? On a quelques autres technologies qui sont venues nous voir, soit pour la partie amont, donc l'émission de cartes qui sont ensuite livrées à l'agriculteur. Donc la prestation consiste à le documenter et ensuite à ce qu'il puisse utiliser son matériel propre ou le matériel de sa CUMA ou de son ETA pour réaliser le traitement. Mais je pense que l'entièreté de la ligne de processus, donc émission de cartes et réalisation de prestations tout intégrées, ne sont pas encore venus nous voir. Et pourquoi ? Pourquoi si peu d'intérêt alors que l'intérêt est évident ? Est-ce que c'est que le monde agricole est très cloisonné ? Il y a cette forme de cloisonnement. Effectivement, le dispositif est assez jeune puisqu'il existe depuis 2016 et il a prioritairement intéressé les distributeurs, vu que ce sont eux les personnes qui sont concernées. Donc quand j'emploie le mot distributeur, j'entends distributeur de produits phytopharmaceutiques aux agriculteurs. Donc j'entends les coopératives et négoces, effectivement. Et effectivement, les concessionnaires de machines ne sont pas directement liés à ces personnes-là. Donc il y a un pas de côté à faire pour intéresser ces personnes. Donc ce que je trouve comme intérêt parallèle à l'action directe du CEPP qui est vraiment concerne les distributeurs, c'est aussi le fait que cette liste positive est un endroit prioritaire pour le ministère pour localiser les machines innovantes qui seront potentiellement intégrées à d'autres dispositifs et reconnues par ce biais. C'est vrai que les coopératives, les négoces sont peu intéressés par le monde du machinisme de façon globale, même si aujourd'hui, il y a quelques coopératives qui distribuent aussi des matériels, mais c'est deux mondes séparés. Oui, effectivement. Alors moi, je connais un petit peu plus le monde de la distribution de matériel. Et oui, ce sont deux mondes séparés et il faut qu'on arrive à trouver les fissures. Mais ça fait 20 ou 30 ans à peu près qu'on le dit. Hein. Ouais. les passerelles, apparemment, ne doivent pas être évidentes. Christian ? Oui, mais je trouve que la discussion que vous avez et la remarque de Maud, elle est intéressante. En fait, qui vient dans ces dispositifs-là ? En gros, dans l'histoire, si on se met sur une échelle qui est connue, plutôt connue dans le domaine de la recherche, mais qui est l'échelle de l'efficience, substitution, reconception, les produits qui sont typiquement arrivés les premiers dans les CEPP et qui d'ailleurs rentrent le plus facilement dans les systèmes de culture, c'est ceux qui vont améliorer l'efficience ou être une substitution directe. Donc, en gros, j'ai un produit, un biocide, je mets un biocontrôle, voilà. En fait, ça devient plus compliqué dès qu'on est sur des logiques de reconception. Et ce qu'ont présenté et Claude et Colin, en fait, s'inscrit complètement dans une logique de reconception. Même si ça reste toujours un pulvérisateur, il n'en reste pas moins que la façon de penser la protection des cultures est pas la même. Quand Colin dit on passe d'une imprimante à un scanner, j'aurais presque dit en fait on passe d'une impression d'une feuille noire à une impression où il y a des lettres. Ça suppose qu'on reconnaisse. Et ben en fait c'est un changement qui est une vraie reconception de l'histoire. Et quand on dit on va utiliser la rampe pour capturer une information, c'est parce qu'en fait on veut l'utiliser autrement. Et je pense que les systèmes sont d'autant plus compliqués et d'autant plus difficiles à rentrer dans un système qu'ils mettent en avant de la reconception. Et la vraie question que l'on est amené à se poser dans cette logique de réduction d'usage des phytosanitaires, encore une fois, la réduction n'est pas faite pour embêter le monde, elle est faite parce que les phytos mettent une pression non soutenable sur le milieu, y compris sur la santé humaine et sur des tas d'autres choses, et à la fin, on arrive dans des impasses. Donc on doit réduire massivement. Est-ce que les logiques d'efficience et de substitution suffisent, ou il faut des reconceptions plus profondes ? Nous, le sentiment que l'on a en recherche, avec des tas de travaux de la science, montre que efficience et substitution ne sont pas suffisantes. Et donc, il faut avoir des reconceptions plus profondes. Et d'une certaine façon, l'élément extrêmement intéressant dans ce que vous proposez tous les deux, c'est qu'en fait, on reste adossé à un équipement qui est traditionnel, à savoir un pulvé. Et donc ça, on va dire, on ne change rien. Mais au travers de ce support-là, il y a une reconception qui est obligatoire. Et donc c'est une voie.
Et ça explique en fait pourquoi c'est aussi compliqué alors que, comme Claude dit, bah oui, c'est rentable en fait. Ben non, si c'est rentable, j'ai aucun doute là-dessus. Mais en fait, ça impose de repenser. Et repenser, c'est compliqué. Et ça va être les exploitations qui, elles, sont visionnaires, qui vont se permettre, qui vont être capables d'appréhender par elles-mêmes. Je pense que nous avons un champ de travail important avec les instituts techniques notamment, pour imaginer sur les systèmes de culture comment on intègre cette technologie. Et les constructeurs qui vont être capables de faire marche arrière pour se réengager peut-être dans une voie différente, avec des outils qui vont être là pour capter de la donnée, pas uniquement pour traiter, plus large, plus rapidement. Maud ? Oui, et puis il y a cette question aussi que vous évoquiez tout à l'heure de la reconnaissance, enfin de la qualification de ces pratiques, qui est beaucoup plus habituelle dans les secteurs du biocontrôle, où l'homologation force à faire une comparaison avec une référence qui facilite grandement le fait de se représenter l'économie par rapport à quelque chose. Dans le monde du machinisme, en discutant avec des constructeurs, on se rend compte qu'il y a vraiment une grande habitude de concevoir des machines et de savoir exactement ce qu'elles vont faire en termes mécaniques sur le terrain. Mais pour quantifier, comme quand on revient à l'effet d'économie ou de comparaison avec le système plus classique, vu que c'est des reconceptions, ça rend très difficile la quantification et la représentation. On a par contre un bon exemple dans le domaine de la viticole, avec Label Pulvé, qui aujourd'hui qualifie de façon standard la gestion de la dérive, par exemple. Mais c'est intéressant. Oui, Claude, allez-y. Vous parliez aussi d'early adopters, enfin, de ces premiers clients. Et ce qui fait plaisir, c'est de voir le nombre d'agriculteurs français qui sont intéressés par l'innovation, qui sont prêts à prendre des risques. Et c'est ça, au fait, aussi, nous, qui nous donne l'envie et la volonté de continuer. Et c'est aussi ceux-là qu'il faudrait réussir à bien appuyer, parce que c'est des gens qui prennent un risque. Et c'est eux qui vont être les premiers et qui vont aider à la massification. Et c'est ceux-là qu'il faut aider, surtout. Alors, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'avec les technologies du futur, les capteurs du futur, la scannérisation des cultures, voire la virtualisation des cultures, demain, pour pouvoir peut-être travailler de façon beaucoup plus modélisée et de plus en plus modélisée, on ira peut-être sur une modification de la façon de travailler du fait des technologies et des capteurs. Puis peut-être pour boucler la boucle, avec les CEPP, si juste il y a des passerelles pour aller justement bénéficier de ces leviers, puisque les CEPP, c'est un levier économique qui permet de trouver de la valeur ajoutée à l'adoption de nouvelles technologies, on risque de modifier nos pratiques du futur. Voilà. Je vous remercie d'être venu ici pour débattre de cette question, et puis je vous remercie à vous aussi. Merci Jean-Paul. Merci. Merci.